Oh non, c'est pas possible, c'est terminé cette journée Transformation Talks, mais on a pris beaucoup de plaisir et je suis ravie de terminer cette journée avec toi encore, évidemment, Thierry App, cofondateur de NetExplo, et Julien Lévy qui est l'habitué, toujours là, Absolument. avec nous chaque année. Bienvenue à toi, tu diriges le Centre Digital HEC Paris, le programme ID en particulier. On se connaît bien tous les trois. Cet après-midi, on a vraiment creusé des sujets très forts, avec un contexte évidemment qui peut être vu comme un accélérateur. Moi, c'est ce que je retiens de cette demi-journée. Il y a une accélération sur beaucoup de sujets que toi, tu décryptes au travers de ton métier, Julien, la transformation. Alors particulièrement par un événement qui nous a tous, qui est survenu et qui nous a tous affectés, qui est le Covid. Le retour que j'ai de CDO et de responsables digital des entreprises, c'est de dire que le Covid a été un formidable accélérateur de mouvements qui existaient au sein des entreprises. Et donc, à l'intérieur des entreprises, il y a tout d'un coup la préoccupation d'accélérer le mouvement de transformation digitale de l'entreprise, de mieux se reposer sur les datas et de développer les datas. Et puis, évidemment, ça s'inscrit comme une accélération d'un mouvement qui est un mouvement de long terme. Il y a beaucoup de thèmes qui sont apparus. Les thèmes de la data, les thèmes de la transformation organisationnelle de l'entreprise. On a abordé un petit peu la 5G aussi, et donc le thème des réseaux, qui ne sont pas des thèmes nouveaux, mais dont on voit effectivement qu'ils sont de plus en plus importants aujourd'hui dans les entreprises. Et dans le débat public aussi. Exactement. Et là, c'est toute une partie du débat. Et j'ai été frappé de voir à quel point certains des intervenants étaient, comment dire, vertueux dans leur discours quant à l'alignement citoyen et vert. Oui, je pense que ça a été probablement le signe marquant de cette édition de Transformation Talks. On voit bien qu'il y a un souci de rejoindre les enjeux de performance économique grâce au numérique, mais également d'associer la dimension responsabilité sociale et environnementale. Et ça, c'est quelque chose qui a été cité par Mathieu Belloir très largement. Ça a été cité bien évidemment par l'ensemble des intervenants qui touchent à l'écologie et qui sont des acteurs de cette transition écologique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que fondamentalement, il y a une espèce de démystification de la technologie pour la technologie. Je pense à Eric Greven qui dit, le président de Société Générale Immo, c'est véritablement l'humain qui est le décisif dans tout ça. Et leur message en filigrane ressort, c'est de dire, on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus numérique parce que l'accélération de la Covid-19 dont tu parlais a été finalement un accélérateur fantastique du numérique. Mais plus on avance, plus on s'aperçoit que c'est avec l'humain que ça se passe. Donc c'est un message à la fois rassurant, mais ça montre le travail à faire dans les mentalités, dans les perceptions, dans les logiques de fonctionnement, dans les logiques organisationnelles. Et on voit bien que même quand on parle d'IA, de récits d'IA, comme l'ont fait Henri Pideau, Christophe Roturier, les personnes qui étaient présentes à cette table ronde, on voit bien que c'est très compliqué parce que c'est les mentalités qui doivent évoluer avec la technologie. C'est ça. Et là, le défi, il est considérable. Il est considérable parce que ce qu'on voit, c'est que les gens n'ont pas toujours cette capacité à aller aussi vite qu'on pourrait l'imaginer. Et puis surtout qu'on est dans une logique où le questionnement est permanent et surtout l'incertitude liée à ce contexte si particulier qu'on connaît avec la pandémie. Alors, effectivement, Thierry, il y a beaucoup d'intervenants qui ont souligné que l'intelligence artificielle, la data science, ces technologies-là, c'était autant d'outils, et il fallait les considérer comme des outils. Mais en fait, je pense que ce discours vient pour dire, attention, il n'y a pas de substitution. Et je crois qu'effectivement, quand on voit ces innovations, la grande question qui se pose et les grandes craintes qui se posent, ce sont les craintes de substitution. Et donc, on a ici un discours qui est très aligné sur la complémentarité. Et donc, qui est un thème très très ancien, parce que les premiers théoriciens d'intelligence artificielle, dès les années 60, parlaient de complémentarité homme-machine. Mais en même temps, c'est un débat qui est fort complexe, parce que c'est bien de l'affirmer comme un objectif, ou même comme une partie de la réalité. Pourquoi ? Parce que même en cas de complémentarité, il faut avoir la capacité d'utiliser cet outil. Il faut avoir la capacité de savoir comment on l'intègre dans des organisations. C'est-à-dire que les gens qui vont disposer de ces outils, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qu'avant le développement de l'IA. Les compétences sont différentes. Et qui dit compétences différentes dit possibilité d'exclusion de toute une partie des collaborateurs,
parce qu'ils n'auront pas la compétence pour manier ces outils. Donc en fait, la complémentarité est un message positif, mais en même temps, c'est un message qui soulève beaucoup d'interrogations, parce que la complémentarité n'est pas en soi une solution, ça ouvre des questions. Je pense que vraiment le message qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment sur un fonctionnement de triptyque. Le triptyque, c'est comment on fait pour être connecté, comment on fait pour être durable et comment on fait pour être inclusif. Dans la notion d'inclusivité, il y a bien évidemment la notion de comment on fait pour participer à l'adaptation des compétences humaines. On l'a vu dans la dernière table ronde, où la partie formation est absolument essentielle. Et puis, bien évidemment, sur cette capacité de dire, est-ce qu'on est capable de faire des collaborateurs des acteurs ? Et je pense que ce qu'on vit tous avec cette crise de la pandémie, avec l'accélération du télétravail, montre qu'il n'y a probablement pas de solution miracle et qu'il va falloir probablement trouver le bon mix entre cette capacité de pouvoir travailler avec les nouveaux outils, probablement demain avec les mondes virtuels aussi, parce qu'on voit bien qu'il va falloir que nos salons professionnels existent d'une manière ou d'une autre, qu'on vive des expériences collaboratives différentes dans le monde de l'entreprise. Mais en même temps, l'humain est absolument essentiel, parce que quand vous êtes dans une visioconférence sur Teams ou Zoom ou autre, vous ne percevez pas les signaux faibles de la même manière. Et je pense que ça, c'est un manque absolument essentiel du numérique et qu'il va falloir que la complémentarité fonctionne. Je pense que c'est vraiment un sujet très, très touchy qui va probablement voir émerger de nouvelles technologies beaucoup plus sensibles dans l'avenir. Enfin, on l'espère en tout cas à NetExplo, qu'on pourra observer, qu'on pourra partager avec l'ensemble de nos publics. Ouais. Vous avez l'impression que sur ces sujets, ouais. je me permets de... Oui, bien sûr, bien sûr. Les entreprises ont été plutôt défensives ou au contraire très en avant, très confiantes, très optimistes, très engageantes sur l'avenir, sur tous ces thèmes de responsabilité sociale, sur ces thèmes d'écologie? Quel est votre sentiment? Alors moi, je retiens un détail, merci pour la question Julien. Il y a un détail qui m'a marqué, que ce soit dans la préparation comme le témoignage ici sur ce plateau, c'est qu'au sein du groupe Bell, vous savez, ce leader agroalimentaire français, une très belle entreprise, eh bien, le DAF aujourd'hui, le directeur financier, ou la directrice financière, je ne la connais pas, elle est assise à côté du patron de la RSE. Et ça, c'est très, très nouveau. La RSE était quand même vue, il y a belle lurette, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, comme étant quelque chose qui servait l'image de l'entreprise, servait d'empowerment pour les collaborateurs, mais n'était pas du tout au cœur des investissements stratégiques, au cœur de la vision de l'entreprise, de son devenir aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on est en train de, effectivement, j'ai le sentiment qu'on est en train de vivre un nouveau chapitre de l'histoire de l'entreprise. Je ne sais pas si vous partagez, mais moi, je le sens autour de moi. Ça, c'est vraiment un marqueur très très fort de ce qu'on vit de notre époque d'aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une pression des institutions publiques, de l'État, etc., qu'il y a une pression des influenceurs. Bien sûr. Il suffit de lire les journalistes, les articles, etc. Une pression sans doute aussi du public. Moi, je le vois dans ma génération d'étudiants à HEC. C'est une génération avec ses bons et ses moins bons côtés, un peu woke, mais certainement woke sur le côté écologie. Donc c'est devenu un critère de réflexion qui est important. Et évidemment, les entreprises doivent tenir compte de ces éléments-là, puisque leur objectif, ce n'est pas seulement le prochain trimestre en termes de résultats, mais leur objectif, c'est de tracer une voie à long terme pour l'entreprise. Performance durable. Oui. Après l'interrogation, c'est de savoir si dans cette adaptation-là, on fait le tri entre des mouvements qui sont des mouvements effervescents et un petit peu réduits en termes de temps et d'exagération, et puis des mouvements profonds. Et c'est vrai que l'écologie est typiquement un sujet où l'écologie est à la fois une science, mais c'est aussi un mouvement politique ou un mouvement sociétal. Et là-dedans se charrient beaucoup de choses qui ont des valeurs différentes. Il ne faut qu'une lettre pour séparer économie d'écologie, presque, quasiment, quelques lettres, on va dire. Donc mais oui, je partage ça, ce sentiment. Et puis je dirais que, puisque vous m'invitez gentiment chaque année à animer et à discuter avec des décideurs et les rencontrer, cette année c'est bien qu'on les rencontre aussi. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis. Je pense que c'est aussi la prise de conscience au niveau des COMEX et des CEO bloqués chez eux, que leur entreprise tournait toujours et que c'est grâce au digital et en partie
que tout ça, ça tient encore. Ouais, et je pense que ça a ça, maintenu le lien social. C'est Mathieu Belair qui le disait. partages mon avis, ouais. Mathieu Belloir d'Orange. C'est vraiment le maintien du lien et ce qui a permis de continuer à travailler. Exactement. Alors tout le monde ne s'en sortira pas, peut-être pas, et le digital n'est pas miracle, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont tenu, grâce aussi aux aides de l'État, mais le travail à distance, le fait que effectivement, il n'y ait pas de blackout, qu'on puisse encore se parler sans problème dans le monde entier, même emprisonné chez soi, est quand même une chance énorme pour beaucoup Ce que je retiens quand même, c'est que derrière les discours très institutionnels, il y a quand même des vrais questionnements sur l'intelligence artificielle, sur ce qu'on va en faire et comment on va en faire. Et un certain nombre d'intervenants de cet après-midi ont bien montré toute la problématique de l'usage et des réalités de cet usage, de voir concrètement comment nous allions arriver à gérer finalement l'utilité, le coût économique, le coût humain, et bien sûr la capacité à montrer que ces dispositifs ne sont pas simplement des faire-valoir sur une entreprise qui serait technologiquement avancée, mais véritablement des changements. Et c'est vrai qu'on est très heureux chez Netexplo de donner rendez-vous à tous nos publics le 9 décembre prochain, parce qu'on aura un Netexplo Change. C'est une formule qui a pour vocation de valoriser les meilleures initiatives d'entreprises françaises sur les sujets de la transformation digitale. Et là, on va se focaliser sur l'intelligence artificielle. Donc, je donne rendez-vous le 9 décembre, parce que je pense que ça va être... Alors, est-ce que ce sera sous une forme physique? Parce que nous avons toujours le plaisir de faire ça avec notre partenaire qui est la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Est-ce que ça sous forme numérique comme aujourd'hui? Je dirais à nous adapter. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette concrétisation des usages de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui sont une nouvelle, je dirais, un nouvel horizon de la digitalisation des entreprises. Et on voit bien que c'est un terme qui aujourd'hui fait encore très peur. Comme tu le disais, on voit bien qu'il y a un phénomène anxiogène sur ces sujets et la complémentarité homme-machine reste le grand débat Et l'IA illustre parfaitement la thématique de l'après-midi, la sensibilité qui s'est exprimée cet après-midi, à savoir qu'on parle d'outils, on parle d'excellence opérationnelle, d'accroissement de la productivité, de développement à long terme. Et puis il y a toute une dimension qui est vraiment inhérente à tout projet IA, qui est une dimension sociale, d'acceptabilité, de responsabilité, de non-discrimination, de compliance avec le droit ou avec des règles éthiques. Et moi qui enseigne ces sujets-là, on voit que on peut enseigner beaucoup de disciplines en école de commerce en laissant 5 minutes sur les questions éthiques, parce qu'en fait c'est du business as usual. Sur les projets data IA, très vite apparaissent des problèmes de compliance, donc de respect des règles, mais qui sont non seulement des règles légales, mais aussi des problématiques morales, des problématiques de discrimination. L'outil est tellement puissant qu'il peut conduire à des biais qui sont inhérents au traitement des données. Et de ce fait, c'est intéressant que ce développement qui pourrait être très techno, qui est en même temps très organisationnel, parce qu'il y a une implication sur la rémunération des processus, a aussi une dimension éthique extrêmement forte. Et c'est un rôle au sein de l'entreprise, des responsables compliance qui vont soulever des vraies questions. Que peuvent devenir, Julien, toi qui regardes ça de près, les mouvements de protestation sur les algorithmes tu sais, aux États-Unis, des petites manifestations, c'est encore très, très embryonnaire. Enfin, c'est quand même un mouvement qui proteste contre des algorithmes qui seraient biaisés, qui dicteraient demain nos prises de décision parce qu'elles ont été codées de telle ou telle façon par telle ou telle catégorie de population. Je crois aujourd'hui, dans ce que je vois des entreprises, c'est qu'on anticipe ces questions-là. C'est-à-dire que quand on développe des algorithmes ou qu'on cherche à les appliquer sur des bases, on a quasiment pour obligation de vérifier que ça ne produit pas du biais. Et donc la compliance, il y aurait sans doute un terme français plus parce que j'emploie la conformité. La conformité, voilà, la conformité, cessons d'arrêter ce jargon. La conformité ici des projets, en fait, on voit bien dans les projets IA que c'est un élément qui est d'emblée dans le projet. Pourquoi? Parce que l'entreprise doit pouvoir répondre de ce qu'elle fait. Bien sûr. Et elle va répondre d'autant plus que ce qu'elle fait qu'il y a beaucoup d'activistes qui s'inquiètent du sujet. Mais l'IA est un aspect de cet élément. Il y a beaucoup de débats sur la 5G. Je crois que Netexplo va beaucoup se pencher sur la 5G.
regardez les débats aujourd'hui de faut-il interdire la 5G, moratoire sur la 5G, etc. Et c'est tout à fait étonnant de voir un peu le contraste entre ce qu'on a entendu cet après-midi, qui est une vision optimiste et en même temps avec une mise en perspective de la technologie, donc une vraie technophilie, en essayant de se dire mais il y a des opportunités qu'il faut saisir, et puis quand même un bruit de fond social, fait de peur, de sentiment de menace, de réticence qui est alimenté par des partis politiques et qui, je pense, va clairement être un impact dont les entreprises vont devoir prendre en compte. Et c'est d'autant plus intéressant que un des grands messages qui ressort de tous ces entretiens cet après-midi, c'est il faut coopérer, il faut co-construire, il faut partager, il faut embarquer. Alors les collaborateurs, le citoyen, il faut travailler entre public et privé. Tout le message tourne autour de ça. Et je pense que ça va être un des challenges très importants parce qu'autrement, on va avoir des blocages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le progrès et la science ne sont pas toujours perçus comme étant je dirais, la science et les technologies comme des éléments de progrès dans notre société par un certain nombre de personnes, de nos citoyens. Donc ça va être un débat extrêmement important pour la suite. Chers amis, nous sommes toujours en direct, mais la nuit tombe et il faut conclure. Peut-être, Thierry, Julien, un mot sur les partenaires, peut-être remercier aussi tous ceux qui ont participé à cette demi-journée. Au nom de NetExplo et de toute l'équipe, je voudrais vraiment remercier nos partenaires, au premier rang desquels Capgemini, Invent, Orange et SNCF, et puis bien évidemment tous nos partenaires qui suivent avec nous le forum et ces Transformation Talks. Et puis je voudrais remercier Julien, bien évidemment, d'avoir été avec nous et de conclure. Remercier toutes les personnes qui ont été cet après-midi, qui ont pris de leur temps, qui ont accepté de débattre, de partager, de donner finalement, pas seulement de leur temps, mais de leurs idées et de leurs convictions. Et puis, je voudrais remercier Marion, bien sûr, parce que c'est un bel exploit. On a quand même fait 4 heures en direct, donc bravo. Voilà. Merci. Et merci à toutes les équipes techniques et de l'organisation derrière qui nous aident aussi à faire cet après-midi. Transformation Talks. On se retrouve l'année prochaine. Avec plaisir. Même jour, même heure. Et le 9 décembre, donc, pour la partie Change. Exactement, NetExplo Change, dont vous trouverez toutes les infos évidemment sur l'app NetExplo ou netexplo.com. Merci encore, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout est en replay bien sûr, retrouvez-nous bientôt. Bonne fin de journée, merci.